Très bien, merci pour cette invitation et l'organisation de cette journée et matinée en particulier sur le thème de l'IA. Donc, je dois tout de suite faire un disclaimer parce que en fait, je vais pas dire des choses très différentes de ce qu'a dit Jean-Claude, mais ça sera beaucoup moins rigolo et beaucoup et beaucoup moins beau à écouter et à entendre et à voir. Mais néanmoins, c'est vrai que les conclusions, ce sera mieux avec ça. Ouais, en ligne, hein. Alors, attendez. Du coup, voilà, c'est bien comme ça. Voilà, c'est mieux. Et en ligne, ils sont contents. Voilà, parce que on a appris qu'ils étaient effectivement parfois revendicatifs, hein, alors, Jean-Claude l'a bien rappelé, dès qu'on parle d'IA, on a l'impression que c'est une histoire récente, mais en fait, c'est une histoire assez ancienne, non seulement au XXe siècle, hein, ça avait commencé avec la cybernétique de Wiener, etc., mais encore avant, hein. Pour mémoire, par exemple, un des ouvrages de Georges Boole, vous savez, le fameux L'Algèbre de Boole, c'est les lois mathématiques de la pensée. Si on se rappelle Hobbes et le Léviathan, c'est penser, c'est calculer, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours eu cette tradition, en fait, hein, de mécaniser la pensée et de artificialiser, en fait, hein, ce qui nous permet de penser. Donc, la question de l'intelligence artificielle est aussi vieille que celle de l'intelligence, d'une certaine manière. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en fait, le propos qui est plus ici, c'est l'invention. Et donc, l'IA, même si c'est une question ancienne, et on se pose toujours qu'est-ce que serait une intelligence artificielle, et on a tendance à la penser selon le paradigme technologique du moment, hein. Donc là, aujourd'hui, on pense selon les technologies informatiques numériques. Jadis, on le pensait avec d'autres paradigmes machiniques ou mécaniques. Mais la question, c'est pas de savoir si c'est une machine encore à inventer, c'est plutôt tel qu'on vient de le voir, c'est il y a encore une machine pour inventer, hein. C'est-à-dire que grâce à l'IA, on démultiplie nos capacités d'invention et de création. Donc, d'une certaine manière, mon propos, ça sera d'illustrer que effectivement, la machine ne va pas venir remettre en cause la prévalence de l'humain dans le fait de ressentir des émotions et la capacité de créer. En revanche, ça reconfigure complètement ce qu'on peut appeler création et ce qu'on peut appeler invention dès lors qu'on fait appel à ce type d'instrument, ce type de machinerie, ce type de mécanisation. Donc, en fait, c'est encore une fois, on va élaborer, reconsidérer ce qu'on doit appeler création et invention. Alors, le petit parcours avec que je vous propose, c'est le suivant. Donc, je vais faire un petit prologue quand même pour dire justement que l'intelligence artificielle, c'est d'une part un vieux débat parce que on a toujours voulu mécaniser l'intelligence, mais d'une certaine manière, l'intelligence, dès qu'elle s'est manifestée, a toujours reposé sur des artifices, hein, sur des outils. Donc, l'intelligence a toujours été artificielle, comme je le rappellerai. Deuxièmement, je reviendrai un petit peu sur des conditions, des réflexions plus phénoménologiques ou herméneutique sur la, la, la condition anthropologique humaine, hein, de la pensée, de la conscience, et ce que j'appelle les existentiaux, c'est-à-dire le fait que nous sommes plongés dans des situations qui nous mènent dans des rapports particuliers à notre environnement. Je détaillerai, mais c'est ce qui me permettra de faire ressortir plusieurs caractéristiques de ce qu'est l'humain, qui partage avec le vivant de manière générale. C'est notamment d'être toujours plongé dans une situation, d'être en relation avec un contexte, hein. Un contexte qui va faire partie, en fait, hein, de notre capacité à nous y adapter et surtout à nous développer, hein. Le contexte, c'est un milieu de développement pour les individus vivants et connaissants que nous sommes, mais également de ce vivant de manière générale, ce que ne sont pas les machines, hein. Les machines ont une conception, mais n'ont pas de développement en quelque sorte. Et donc, ce qui me permettra à considérer en fait le thème de la technique proprement parler et de caractériser en fait qu'est-ce qu'on appelle technologie dans ce contexte-là. Et donc, je ferai un peu mon petit quart d'heure académique universitaire de petits cours sur les différentes approches qu'on peut avoir de la technique. Ça sera très rapide, je vous rassure, hein. Mais néanmoins, ça permettra de faire ressortir précisément ce qui manque à la technique pour pouvoir être qualifié de intelligence humaine, intelligence tout court, mais néanmoins une simulation qui peut être parfois très convaincante. Et donc, je terminerai sur justement les deux postures que l'on peut avoir entre cette invention et cette machinerie qui permet d'inventer, c'est-à-dire réduire l'humain à ce que la machine permet d'inventer,
ou au contraire de pouvoir, un peu comme on l'a vu avec Jean-Claude, utiliser la machine pour démultiplier les capacités de l'humain. Et à mon sens, c'est une question n'est pas que rhétorique, c'est une question qui se pose réellement sur certains usages qui sont en train de se mettre en place sur l'utilisation de ces bases d'informations qui permettent de créer des raisonnements artificiels, de créer des textes artificiels, c'est que d'une certaine manière, ils deviennent le réel opposable à nos initiatives individuelles. Et donc, d'une certaine manière, ça devient une norme à laquelle, en fait, on ne peut plus opposer notre réel à nous, contextuel, mais on doit se soumettre à cette moyenne, en fait, des contextes passés qui sont sédimentés dans les machines. Alors, allons-y. Un petit prologue. Bon, il y a un E scélérat qui a changé de ligne. Hein. Voilà, c'est toujours comme ça. On est toujours trahi par la technique. Exactement. Voilà, voilà. Mais enfin, il reste dans l'intelligence, il y a quand même 3 E, donc donc ça aurait été difficile quand même de. Voilà. Merci Serge de faire le rebond avec la salle. On a l'impression que c'est presque préparé d'avance et qu'il y a un peu d'humanité en nous malgré tout. Alors, Alors, l'intelligence a toujours été artificieuse. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un peu bon le thème qui est le mien depuis pas mal d'années, mais aussi, Jean-Claude l'a rappelé, on appartient à une génération où on est né avec l'IA en partie. Hein. Moi, j'ai grandi avec l'IA symbolique, les systèmes experts, etc. C'était encore avant les algorithmes créationnistes ou évolutionnistes, etc. Donc, c'était l'époque des années, on va dire 80. Et je me souviens d'un psychologue qui s'appelait Jean-Pierre Poitou. Et dans dans les discussions qu'on disait, bon, les systèmes experts vont remplacer le raisonnement humain, les systèmes experts vont remplacer les experts, justement, etc. Et il nous avait fait une conférence en disant, l'intelligence a toujours été artificielle pour rappeler, bon, écoutez, vous êtes gentils avec vos nouveaux outils, mais en fait, vous n'arrêtez pas de ressasser des vieux débats hein, qui ont toujours existé. Et d'une certaine manière, rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est simplement les conditions du débat qui se renouvellent, mais le débat en lui-même est assez ancien. Et donc, il avait expliqué en quoi l'intelligence, pour pouvoir et la connaissance de manière moins fantasmatique, hein, la connaissance pour se mettre en œuvre a toujours besoin d'outils hein, de création. Serge parlait de ChatGPT pour la création littéraire, mais on a des outils d'écriture qui sont beaucoup plus classiques. On les a tellement classiques naturalisés, c'est le dictionnaire, par exemple. On écrit avec un dictionnaire et le dictionnaire n'est pas la langue. Le dictionnaire, c'est un outil qui décrit la langue et c'est un outil comme un autre qui sert à l'écriture. Et personne n'est choqué d'écrire et de rédiger avec un dictionnaire à côté de soi. Donc pourquoi serait-il plus difficile de concevoir d'écrire avec un chat GPT à côté de soi? Alors l'intelligence a toujours été artificieuse et l'idée c'est que c'est même une condition anthropologique du développement humain. Si on se réfère à la tradition d'une certaine philosophie des techniques, hein, qui notamment avec des noms comme Leroy-Gourhan, puis qui ont été beaucoup étudiés par Stigler notamment, mais également aussi on va croiser le chemin de Simondon et ça et là ici, c'est le fait de dire que l'anthropogénèse est une technogénèse, c'est-à-dire que l'humain devient humain au fur et à mesure qu'il se dote d'une technique. Ouais. Et donc la technique et son développement n'est pas une concurrence à l'humain, c'est une médiation ou un développement qui permet à l'humain de développer, de construire son humanité. Sachant que l'humanité, du coup, n'a pas une définition en tant que telle, hein, c'est pas une essence, c'est quelque chose qui se construit avec un développement qui mobilise de la technique dans dans ce développement. Et donc, ce qui est important, c'est que la technique dans ce contexte-là, eh bien, elle assume un un rôle de mémoire et de transmission. C'est-à-dire que l'objet technique, l'outil technique, par sa structure, eh bien, est déjà la sédimentation, la mémorisation d'un schéma euh, corporel ou d'un schéma intellectuel, c'est-à-dire d'une suite d'actions et d'opérations. Et c'est cette mémoire que l'outil préserve, transmet, et qui, par son usage, permet de recouvrer en fait l'opérationnalité dont il est le dépositaire. Donc ça se traduit par deux grandes catégories. Hein. Leroy-Gourhan a fait un ouvrage célèbre, Le geste et la parole, parce que pour lui, il y a les technologies du geste et les technologies de la parole. Technologie du geste, c'est une schématisation externalisée dans un outil, c'est un instrument, dans une machine, c'est une délégation. Ou alors, on peut avoir une technologie de la parole. Hein, on peut appeler ça aussi technologie de l'intelligence, technologie de la culture, technologie intellectuelle. C'est le fait que dès lors que l'humain
se dote de la parole et on commence à externaliser en fait les mécanismes cognitifs, les processus cognitifs dont on est le siège. Et cette externalisation, cette matérialisation en fait à travers l'externalisation, qu'elle soit vocale et après scripturaire et après imagée, etc., eh bien permet des manipulations, des agencements techniques de ces expressions qui, en retour, vont reconfigurer nos manières de penser et nos processus cognitifs. Donc, plus personne ne parle de la même manière dès lors qu'il sait écrire. On ne voit pas le monde lorsqu'on sait dessiner de la même manière quand on sait dessiner, etc., etc. Alors, un exemple, on a cité tout à l'heure, Lise l'a rappelé rapidement dans l'introduction, un classique de ce type d'approche, de considérer que notre matérialisation en fait de nos processus cognitifs, notre externalisation de ces processus cognitifs a un effet, un retour sur ces processus cognitifs, c'est la notion de raison graphique, qui consiste à dire que dès lors que l'on sait écrire, eh bien, on commet des agencements graphiques originaux qui sont propres à cette capacité graphique et qui, en retour, donnent lieu à des structures cognitives, c'est-à-dire des manières de penser, des manières d'aborder le monde, des manières de le représenter, bref, des structures conceptuelles, une certaine rationalité. Et donc, bon, dans l'approche de Jagoudy, par exemple, c'est le liste, le tableau, la formule. Là, je n'insiste pas outre mesure dessus. C'est juste pour vous rappeler qu'il y a toujours cet aller-retour, en fait, qu'il y a entre nos processus cognitifs d'une part, et puis les outils qui externalisent et instrumentent ces processus cognitifs et donc les reconfigurent de ce fait. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser dans un deuxième temps, c'est de revenir justement sur un peu les conditions d'exercice de cette connaissance, de ces processus cognitifs, en s'inspirant d'une approche plus phénoménologique pour pouvoir montrer le rôle du contexte et notre ancrage en fait dans notre environnement où la connaissance, nos processus cognitifs n'ont de sens que par rapport à cet ancrage dans le contexte et la situation. Alors, c'est cette approche en fait, c'est un peu du Husserl revisité de manière sauvage. Donc, ce qui est un peu mon inspiration, c'est une leçon sur la conscience du temps de Husserl, qui avait été édité par Heidegger à l'époque où il était encore husserlien. Et donc c'est l'idée de dire que la conscience humaine est un flux, c'est un objet temporel en tant que tel, d'où d'ailleurs l'intérêt particulier que Husserl avait pour le son. Jean-Claude l'a rappelé, pourquoi le son c'est si intéressant mais si compliqué, c'est que c'est un objet temporel. Et l'appréhension du son, c'est forcément un accrochage, une flux de conscience avec le flux sonore. Et donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que Husserl s'était intéressé au son, c'est comprendre comment on appréhende le son, c'est comprendre d'une certaine manière comment la conscience se structure en tant qu'objet temporel. Une spécularité, en fait, entre le son et la conscience, la compréhension, en fait, de la genèse du son comme perçu, eh bien, c'est une manière de comprendre comment la conscience comme flux temporel se constitue. Donc l'humain, c'est un flux de vie qui est plongé en situation. Et en fait, ce que la phénoménologie nous apprend et nous répète à satiété, notamment avec les héritiers de Husserl, par exemple chez Merleau-Ponty, par exemple, c'est que ce flux, prima facie, il est vide. C'est qu'une puissance d'avancement. Et en fait, c'est par les résonances qu'il va avoir avec son environnement, les situations concrètes dans lesquelles il est plongé, que des structures vont émerger, vont se constituer, que des existentiaux, au sens où je vais l'évoquer à présent, eh bien, vont se mettre en place. Donc, en fait, on a une immanence qui est quasiment vide, en fait. C'est juste un flux qui avance et qui n'est peuplé que des résonances avec l'environnement qui, d'abord, sont des signaux avec lesquels il y a des réactions. Et puis, au fur et à mesure que ces signaux deviennent des seuils, un peu comme la tique, le tonuscule, qui a un signal qui est la température de ce qui passe autour d'elle, mais la cognition de la tique commence le jour où il y a un seuil qui arrive sur cette notion de température, c'est-à-dire que quand vous passez à côté de la tique, vous avez une température que là de sur un seuil, et pof, elle tombe sur vous, et avec ces petites dents assoiffées de sang, elle commence à s'abreuver sur vous. Ouais, c'est moche comme idée. C'est pas...
Oui. Mais c'est comme ça que ça se passe en fait, hein. Et donc, la tique une entité vivante, bien sûr, et ce qui fait qu'elle est vivante et pas seulement une réaction mécanique à un signal extérieur, c'est qu'il y a un seuil, il y a une discontinuité qui vient faire que la tique n'est pas qu'une réponse à ce qui se passe autour, la tique est une réponse catégorisée de ce qui se passe autour. Il y a une catégorisation, hein, qui se fait avec le niveau de seuil de la température. Donc, en fait, ça veut dire que le flux de vie se structure à travers des discontinuités, hein, qui font effet de seuil et qui jouent le rôle de catégorisation du réel, de discrétisation. Et au fur et à mesure que ces seuils s'élaborent et se configurent, eh bien, ce que l'on a, c'est des agencements de catégories, des agencements de systèmes qui, bon, là je vais vite, hein, mais qui, in fine, terminent en langage, en fait, hein, c'est-à-dire un système de catégories qui permettent de articuler les différentes informations du réel en représentation et en manière d'aborder le monde. Hein. Et ce qui est propre de l'humain, c'est que nous, on est capable de jouer sur plusieurs systèmes de catégories, hein, et c'est ce qui nous différencie des autres entités vivantes. Alors, là, tel que je l'ai évoqué jusqu'à présent, c'est de dire que l'humain, c'est d'abord un flux en situation qui va se constituer avec ce qu'il y a autour de lui. Et donc, justement, ce qu'il y a autour de lui, c'est ce que j'appelle les situations existentielles, c'est-à-dire les situations primaires, primitives, qui vont faire que l'humain va se constituer comme tel. Et donc là, bon, c'est un peu du hack de guerre aussi pour les nuls, hein, illustré, hein. C'est très très sommaire, hein, ce que je vous dis là, hein. Euh, mais en fait, je recense 4 configurations et pour dire en fait payer un peu mes dettes, en fait, c'est cette idée évidemment, c'est de la guerre illustrée, mais c'est aussi l'idée que j'ai empruntée à François Rastier, hein, qui dans un travail d'anthropologie sémiotique, en fait, hein, s'était posé la question quelles étaient les situations sémiotiques primaires, hein, avec lesquelles une représentation, une sémiose peut se constituer. Et donc lui, il avait recensé 3 situations: le ici et maintenant, le là-bas, l'ailleurs, et moi je rajoute aussi le avec, puisque l'humain est un animal social et non seulement on est en situation, mais nos situations, il y a souvent des alter-ego qui sont dans le coin, hein, et on se constitue avec notre environnement, mais également avec les autres qui partagent ce même environnement, ce même là-bas, ce même ailleurs, etc. Donc ici et maintenant, c'est le fait qu'on a un entour direct et à portée de la main, c'est-à-dire que le ici, ça sera l'émergence du faire et de la prise technique, hein, c'est-à-dire qu'on sera capable de se saisir d'objets, hein, et de pouvoir répondre à notre environnement direct, hein. Donc j'ai faim, il y a une pomme sur l'arbre, je prends la pomme, hein. C'est tout bêtement ça. Ou je prends le bâton et je tape sur Serge qui m'embête encore une fois parce qu'il est insupportable ce garçon, hein, comme vous allez le voir cet après-midi, hein. Là, je vous fais juste un teasing sur ce qu'il va vous faire tout à l'heure, mais préparez-vous, hein, ça va être ça va être une épreuve. Et donc non, mais une épreuve au sens on va éprouver quelque chose. Voilà, c'est une expérience. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Oui, voilà. Euh, et donc, cette ici et maintenant, ça permet d'avoir un rapport avec notre environnement qui construit une unité avec cet environnement, c'est-à-dire un monde commun, hein. Donc, le monde commun qu'on va construire avec le réel, ça sera bien nos outils. Et avec les alter-ego, c'est le corps à corps, hein, c'est-à-dire le rapport, par exemple, chez Lévinas, c'est le rapport de la caresse, par exemple, hein. On partage, en fait, hein, on construit un monde commun par le contact que l'on a les uns avec les autres. Le là-bas, c'est la dimension du percevoir, hein. La pomme, je la vois, mais elle n'est pas là. Donc en fait, la pomme se dégage en fait de son environnement et c'est une saillance perceptive et non plus une prise. Je ne veux pas la saisir, elle n'est pas là, elle est là-bas. Et donc c'est une saillance perceptive où je vais devoir me reconfigurer. Me reconfigurer, c'est me déplacer pour pouvoir me rapprocher de la pomme et enfin retomber sur le ici maintenant du faire et de la prise. Et donc en fait, le percevoir, c'est le monde de l'esthétique, c'est-à-dire ça a un rapport à non pas à ce qui est ici, mais ce qui est un là-bas. Et le là-bas devient un horizon, c'est-à-dire un fond à partir duquel il y a des formes qui se dégagent, et ces formes font saillance, et c'est ça qui donne les conditions d'une esthétique. Et le monde commun, évidemment, c'est le croisement des regards. Donc attention, le
dans la perception, il y a vraiment cette notion de fond et de forme, c'est-à-dire que le fond n'est pas vu, hein. C'est des saillances qui sont vues parce que se dégage d'un fond, hein. Mais contrairement au robot qui va avoir sa caméra, qui va tout voir, en fait, hein, puisque c'est une image qui correspond au capteur qui vient de l'image, là, c'est pas une image, c'est une perception. C'est-à-dire que c'est une forme que l'on va voir à partir d'un fond. Et le fond, par définition, n'est pas vu puisque c'est la condition de la visibilité de la forme, hein. La forme n'est pas vue parce que, la forme est vue parce que le fond n'est pas vu, hein. Si on voyait les deux, on verrait rien. Et puis, enfin, on va avoir l'ailleurs, hein, c'est-à-dire le fait de se rapporter ce qui n'est ni ici, ni là-bas. Donc, un ailleurs spatial, c'est un là-bas auquel je peux pas aller, je le vois pas. Et c'est un ailleurs temporel. C'est passé, ça n'est plus. C'est futur, ça n'est pas encore. Et donc là, eh bien, il faut un surrogate, il faut un remplacement, il faut un lieutenant. C'est le symbole, hein. Le symbole, c'est ce qui va tenir lieu, hein, de ce qui n'est pas là, de l'absence, en fait, hein. Et prima facie, le langage et c'est d'une certaine manière élaboré pour pouvoir rendre compte de cet ailleurs qui est inaccessible sinon, hein. Moi, ma position, c'est de dire que une des fonctions primaires du langage, évidemment, ça s'est pas limité à ça par la suite, c'est que le langage, c'est le seul outil dont on dispose pour pouvoir raconter ce qui s'est passé, hein. Quand on veut partager une situation commune avec quelqu'un, eh bien, si c'est l'arbre qu'on voit ensemble, il n'y a pas besoin de parler, il suffit d'aller avec lui pour le regarder, on peut aller ensemble, hein. Lorsqu'on a un projet, eh ben, il suffit de communiquer pour pouvoir dire on va aller chasser le bison ensemble. Par contre, pour dire qu'il y avait un tigre, oui, le bison ou autre chose. Par contre, pour dire qu'il y avait une bestiole étrange près de la mare tout à l'heure, comment je fais? Je retourne à la mare, la bestiole n'est plus là. Donc, la seule manière que j'ai de pouvoir relater ce qui n'est plus parce que c'est passé, c'est le récit, c'est-à-dire le langage. Donc, évidemment, le langage, c'est pas limité à raconter le passé, parce que justement, puisqu'il a acquis cette puissance de parler de ce qui n'est plus, il peut parler de ce qui n'est pas. Il peut parler de ce qui n'est pas encore. Donc, ça devient le langage de la conception, le langage de la fiction, le langage de la reconfiguration, le langage qui permet de dire comment le réel pourrait être par rapport à ce que j'ai déjà constaté qu'il est, etc., etc. Et puis enfin, on a l'avec, hein, c'est l'univers de la confiance en fait, hein, c'est-à-dire qu'on sait se reposer sur autrui pour engager des actions communes. Donc là, c'est les thématiques de l'empathie, de l'élaboration de l'éthique aussi, l'engagement moral vis-à-vis d'autrui, et donc c'est la construction des destins partagés, hein, c'est-à-dire on a une communauté qui considère qu'on va avoir un destin à construire ensemble, à partager. Alors ces situations existentielles, je passe vite, hein, mais évidemment c'est pas purement irénique, hein. Ça peut mal se passer, hein. On peut avoir une méprise, hein, c'est-à-dire que on a des objets qu'on a sous la main, mais on s'en sert mal, hein. On peut avoir aussi des confusions des sens, hein. C'est pas parce qu'on voit des formes qu'on les voit correctement, hein. Là ailleurs, on peut avoir une confusion du sens aussi, hein. On peut avoir des symboles qui représentent rien, qui sont incohérents entre eux, c'est-à-dire que le jeu symbolique n'arrive pas à rendre compte d'une réalité supposée, fictive, passée, future, etc. Et puis enfin, le avec, eh bien, on a le monde de la violence mimétique, hein, décrit par Girard, par exemple. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on s'entend bien, hein, vous allez voir tout à l'heure. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de revenir. Bon, oui. Alors là, je vais faire quand même une déclaration. C'est à cause de LibreOffice, hein. Parce que moi, j'ai développé sur PowerPoint. Alors, ok, c'était une concession indue aux GAFAM, hein, ok, mais à coup pas. Mais maintenant, je suis passé sur LibreOffice, et bien, j'ai des X intempestifs qui sautent de ligne. Voilà. Donc, je voudrais que les choses soient claires quand même, hein, parce que là, je sens déjà une réprobation massive de la salle, vos ondes négatives qui descendent en masse sur moi, là, parce qu'elles viennent de là-haut. Donc, voilà, ça va bien comme ça, hein, voilà, c'est ça, c'est le avec. Ouais, mais le avec, c'est le contre, hein. Je ne demandais pas de l'illustrer comme ça, Laurent, comme aussi évidemment et brutalement. Alors, ce qui m'intéresse après, c'est que chaque figure existentielle que je vous ai donnée, en fait, va donner lieu à une notion de contexte, en fait, hein. Et ce contexte, c'est précisément ce qui constitue pour moi l'humain. Et en retour, vous voyez venir avec mes gros sabots, ce qui va manquer à la machine, hein. La machine n'aura pas de contexte. Bon, en fait, maintenant, après l'exposé de Jean-Claude, c'est un peu
Et ça confirme. Voilà. Il nous arrive d'être d'accord. Donc, oui, parce qu'au début, on disait, on va faire une gigantomachie ce matin entre Jean-Claude qui est pour les émotions et des machines et moi qui suis contre. Et puis, en fait, tout est en l'air. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, alors, le faire, première situation existentielle, c'est le contexte du sous la main. Hein. Pourquoi? Parce que c'est le propre de la saisie technique. Je prends ce qui est sous la main, c'est mon corps en fait qui est mon instrument de relation au monde, et je peux me saisir de ce qui est autour de moi, hein, pour pouvoir accomplir mes intentions, mes actions, hein, les différents processus dont je suis le siège. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, la technique est toujours un prolongement de la main. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais toute technique est une saisie. Toute technique est une manière de se saisir de l'environnement pour le manipuler. Et donc, c'est pour ça que la technique, c'est toujours du proximal, c'est-à-dire c'est ce qui est sous la main qui va me permettre d'être manipulé et de produire un résultat. Et d'une certaine manière, la technique s'arrête là. C'est-à-dire que la technique n'a que du sous la main, c'est-à-dire ce qui est ici présent pour pouvoir le segmenter, le manipuler et le reconfigurer. En revanche, ce qui va être propre du vivant et qui n'est pas de l'ordre de la technique, c'est tous les autres, c'est-à-dire le percevoir, c'est-à-dire un là-bas qui n'est pas un ici, c'est-à-dire une forme qui va donner lieu à une perception. La machine, j'y reviendrai tout à l'heure, mais elle n'a pas de perception. Elle a des capteurs qui lui donnent des datas qui, une fois qu'ils sont des datas, sont présentes dans la machine et manipulées comme telles. La machine n'a pas de relation distale. Elle a des données qui sont présentes, mais elle n'a pas de données distales. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cette capacité, tout simplement parce qu'elle n'est pas ancrée dans le monde, du fond-forme et la discontinuité. D'une certaine manière, la machine commence quand la data arrive, mais c'est déjà trop tard. La data est déjà une formalisation, un formatage qui permet de rendre comme si c'était présent ce qui ne l'était pas parce que c'était distal ou ailleurs. On a le dire, c'est le discours. Donc là, la réponse, le contexte, pardon, c'est contextualiser ce qui s'est passé, ce qui n'est pas là, c'est-à-dire un raconté, qui peut être un raconté fictif, un raconté à venir, un raconté passé. Et donc c'est le monde de la narration, pardon, et la réflexivité par le langage. Et puis enfin, on a le avec, qui est la posture de la délibération de la communication, c'est-à-dire c'est le milieu comme entre-soi, c'est-à-dire la communauté qui va permettre de délibérer et de se constituer. Alors par rapport à toutes ces contextualités, en fait, comment est-ce qu'on peut situer la question qui était la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire de la création, de l'invention, etc. Eh bien, d'une certaine manière, si on reprend un autre auteur qui a beaucoup travaillé sur la technique, comme vous le savez, c'est-à-dire Simondon, la réponse à la Simondon que l'on peut faire, ce serait de dire que l'invention apparaît lorsque l'adaptation au contexte, c'est-à-dire la réponse au contexte, n'est pas une structure déjà advenue, une répétition d'un déjà réalisé, d'un déjà fait. C'est-à-dire que l'invention, c'est ce qu'il faut inventer pour pouvoir être en adéquation avec son environnement, le contexte qui est le nôtre. Donc ça veut dire que si le vivant a un contexte, si le vivant est capable de s'adapter au contexte, c'est que le vivant n'est jamais totalement achevé, il n'est jamais totalement réifié en structures qui sont déjà advenues, il est toujours un potentiel de structuration à venir, ce que Simondon appelle un pré-individuel, qui va permettre de créer un nouvel individu avec son accrochage au contexte qu'il appelle le milieu associé. Chez Simondon, vous avez l'entité qui va s'individuer, et individuer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle va devenir un individu avec un couplage, avec un milieu associé. Et ce que dit Simondon, c'est que le vivant, ce qu'il caractérise, c'est que ce processus d'individuation n'est jamais achevé. Il est toujours quelque chose à venir. Ce qui est différent du monde physique. Dans le monde physique, à un moment donné, vous avez des processus où il y a une individuation. Vous avez une solution, et à un moment donné, elle se cristallise. Quand la cristallisation est achevée, l'individu, il est là, c'est terminé. L'individuation est terminée. Quand on a du vivant, ce que dit Simondon, c'est qu'il y a toujours encore une autre individuation possible. La seule individuation ultime pour le vivant, c'est la mort. Après, c'est terminé. Mais en revanche, avant,
il y a toujours un pré-individuel qui demeure, et ce pré-individuel, c'est ce qui va permettre de continuer l'individuation, c'est-à-dire d'inventer une nouvelle structure, un nouvel individu qui va vous permettre d'être la réponse à votre environnement, à votre contexte. Alors, le vivant a déjà cette caractéristique, hein, c'est ça qui est propre du vivant chez Simondon, mais il y a son corrélat aussi pour le psychique, c'est-à-dire le monde du cognitif. Le monde du cognitif, c'est précisément avoir des ressources pré-individuelles qui permettent de, construire des connaissances et surtout aussi construire une communauté du social, du collectif avec nos alter ego. Et ce qui est intéressant par rapport à la question d'aujourd'hui, c'est que le pré-individuel au niveau psychique, pour Simondon, c'est ça les émotions. Les émotions, c'est le pré-individuel qui perdure au niveau cognitif, qui vous permet de faire advenir de nouveaux couplages avec votre environnement socio-humain en fait, avec socio-culturel. Alors, cette individuation qui n'est jamais achevée, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez jamais fini de devenir vous-même. Vous n'avez jamais fini d'être individué. Le jour où vous êtes un individu achevé, encore une fois, c'est que vous êtes mort. Donc, ça veut dire qu'on retrouve des thèmes assez classiques au XXe siècle, parce que en fait, s'individuer, c'est se différencier, mais de manière toujours inachevée. Donc voilà, vous commencez à voir la petite musique déridienne qui arrive, c'est-à-dire que si on se différencie en permanence avec un différement à l'infini de ce qu'on doit devenir, ça s'appelle la différence avec un A de Derrida. La différence avec un A de Derrida, différence, alors ça paraît très chic quand on dit ça, mais en fait c'est tout con. Vous prenez le verbe différer, vous mettez participe présent, différent, ou substantivé, différence. Ça fait différence avec un A. C'est pas parce qu'il sait pas écrire, c'est parce que monsieur est assez précieux sur la manière d'écrire. Et donc là, la différence avec un A, c'est ça que ça veut dire. C'est l'action de différer. C'est le fait de différer. Et différer, ça veut dire quoi? Différer, ça veut dire différer en deux. Je n'arrête pas de m'individuer, j'arrête pas de devenir autrement que je ne suis maintenant. Et en même temps, c'est différer à l'infini, c'est-à-dire je n'ai jamais fini de différer. Je reporte à plus tard, je temporise l'achèvement que j'ai à être. Donc c'est vraiment cette espèce de différenciation dans les possibles et de report dans le temps de ce qu'il y a à être. Et ce que dit Derrida, c'est que la différence n'est jamais terminée. Encore une fois, quand la différence se clôt, c'est que vous êtes mort. Le mécanisme du sang, c'est clos. Et là, on le voit très bien dans une analogie plus biologique à la Simondon, c'est que l'individuation simondonienne chez le vivant, c'est une différence, avec un A, c'est-à-dire un différement à l'infini de cette adéquation, en fait, à nos contextes. Donc, d'une certaine manière, c'est cela qu'on va appeler l'invention, c'est cette capacité à s'individuer. Et le ressort de l'invention, eh bien, c'est ces tensions pré-individuelles qui restent. Et chez Simondon, dans le biologique, c'est ce qu'il appelle le potentiel. C'est un terme un peu magique, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire par là. C'est une métaphore un peu thermodynamique, en fait, qui est sous-jacente. Et au niveau psychique, c'est ce qu'il appelle l'émotion. Et ce qui est intéressant, c'est que l'émotion, c'est pas une structure. C'est pas un modèle comme justement on l'a vu tout à l'heure. Là, il sera en désaccord avec ces approches-là, parce que l'émotion ne sont pas du tout achevées. Il n'y a pas de structure dans l'émotion. L'émotion, c'est la ressource qui vous permet de advenir quelque chose. C'est-à-dire, donner un nom à l'émotion, c'est déjà plus de l'émotion. C'est devenu une expression. C'est devenu une structure. Alors, là, c'était mon petit chapitre sur l'humain. Donc, vous avez compris, situation existentielle, contexte, 4 types de contextes. Un seul peut être assimilé par la technique et les 3 autres, c'est un inachèvement permanent de l'humain qui s'adapte à ces contextes en devenant l'individu qu'il a à être et qu'il ne sera jamais. Ça va pour tout le monde? Voilà. Bon. Alors, maintenant, on va changer de chapitre. Et donc, on va revenir justement de l'autre dimension dialectique de notre matinée. C'est que le thème, c'est les humains et les machines. Et ben là, on va s'occuper un peu des machines. Alors, dès qu'on parle de machine, on dit se dire, qu'est-ce que c'est une machine et quelles sont les manières de caractériser la technique qui est à l'origine de ces machines, de ces outils, des instruments. Alors là, effectivement, on commence à être un petit peu embêté parce qu'il y a plein d'approches possibles et de manières de envisager les choses. Alors, je me suis
livré à l'exercice d'essayer de faire un premier repérage. Alors, c'est à la hache, hein, à la serpe, mais néanmoins, il y a des idées qui émergent. Et donc, je les ai regroupées de cette manière-là. En gros, vous avez les approches qui vont considérer sur comment fonctionne la technique de manière interne, c'est-à-dire quel est le principe de fonctionnement propre aux objets techniques. Et puis, deuxièmement, vous avez les approches qui vont considérer à quoi sert la technique et comment est-ce qu'on la mobilise. Donc, comment ça marche à l'intérieur, en gros, et puis comment on veut s'en servir à l'extérieur de l'eau. Alors, les tendances externes, en fait, c'est recensé dans la littérature depuis très longtemps, parce que c'est un peu la première approche de la technique. La technique, c'est ce qui va servir à quelque chose, en quelque sorte. Et donc, on a trois figures. Bon, j'ai un peu réifié avec Aristote, Platon et Kant. Évidemment, ça demanderait d'être plus détaillé, mais c'est pour fixer des points de repère. La technique, par exemple, c'est ce que je citais tout à l'heure chez Aristote, c'est l'incorporation. C'est-à-dire la technique, c'est le prolongement de la main. La main peut se saisir d'un outil, taper sur le voisin, le lâcher, prendre le couteau et découper en morceaux. Très pratique. Ce sont des exemples. Voilà. Non, mais je vous vois tout de suite, là, vous avez commencé à avoir des projets pour cet après-midi, mais non, ce sont des exemples. Ensuite, on a l'instrumentation. Donc là, c'est l'idée que l'outil, c'est la différence qu'il va avoir avec les autres objets, notamment vivants, c'est qu'ils n'ont pas leur fin en eux-mêmes. Ils sont hétérotéliques. Hein. Ils sont conçus par rapport à une fin qui leur est extérieure. Alors que le vivant a sa propre fin. Il est autotélique. Donc ça, chez Platon et aussi chez Aristote, c'est que, il n'a pas trop de l'appel. Et c'est ce qu'on va retrouver chez Platon. Et chez Kant, on a cette idée, là je reviendrai tout à l'heure, que l'outil, c'est ce qui est fabriqué et c'est ce qui le distingue du vivant en tant que tel et du naturel. Le vivant se développe, le naturel se développe, le technique se construit et donc d'une certaine manière, le technique se repère comme étant issu de la fabrication, hein, donc il n'appartient pas à un développement naturel. En gros, il procède d'un concept, mais il ne procède pas d'un développement naturel. Donc ça, c'est des éléments extérieurs, en fait, qui nous permettent de positionner la technique par rapport à ce qu'on en fait. C'est un instrument, c'est une fabrication, c'est une incorporation. Maintenant, si on regarde du point de vue interne, c'est comment ça marche à l'intérieur. Eh bien là, on a Simondon, par exemple, toujours lui, qui va nous dire, bah, en fait, la technique, il a des termes un peu magiques, un peu cryptiques, il dit, c'est ce dont il y a genèse. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour lui, la technique, c'est d'abord des objets qui évoluent les uns par rapport aux autres. J'ai représenté là, les vélos, par exemple, à l'histoire d'eux, mais c'est pour montrer que pour comprendre l'objet technique, il faut comprendre quelle était sa version antérieure et quelle version ultérieure il permet de produire. La technique, c'est une lignée technique. C'est toujours quelque chose qui va produire un exemplaire ultérieur. Il dit, eh bien, dans cette lignée technique, en fait, il y a un principe. Ce principe, c'est ce qu'il appelle la concrétisation. Le propre d'un objet technique, c'est se concrétiser au fur et à mesure de ses versions ultérieures. Donc, concrétiser, ça veut dire quoi? On va maximiser sa résonance interne. C'est-à-dire qu'il va de plus en plus assimiler son milieu de fonctionnement. Oui, il va de plus en plus assimiler son milieu de fonctionnement comme étant un des composants internes, hein, de fonctionnement. L'exemple que donne Simondon, c'est la turbine, par exemple. La turbine sert à exploiter l'eau pour pouvoir la transformer en énergie électrique, mais en faisant cette transformation, le rotor tourne, il crée de la chaleur. Pour évacuer de la chaleur, on va utiliser la même eau. Donc au départ, on aura un outil qui va avoir un système de dissipation de la chaleur et un système qui va transformer l'eau en énergie, la puissance motrice de l'eau en puissance électrique. Et l'étape suivante, on va supprimer le principe de refroidissement et on va utiliser la même eau qui sert à entraîner les pales à évacuer la chaleur. Donc en fait, on va avoir un système de concrétisation, c'est-à-dire qu'on va intégrer le système de manière à ce qu'il maximise la résonance interne, c'est-à-dire que les fonctions vont s'intégrer sur les mêmes objets. Le même objet qui est moteur qui passe dans les pales de la turbine, eh bien, on va avoir deux fonctions au lieu d'une, la fonction de refroidissement, la fonction de transformation motrice. Alors qu'avant, un bon ingénieur, on aurait dit, ben, je fais une turbine, j'ai besoin d'un outil pour passer du flux mécanique de l'eau qui passe en énergie électrique, premier système. Deuxième système, ah zut, j'ai de la chaleur,
Donc, il faut que je dissipe cette chaleur. Deuxième système. L'étape suivante, eh bien, on va intégrer les deux systèmes. C'est ça qu'appelle Simondon la concrétisation, c'est-à-dire que de plus en plus, l'outil va s'intégrer à son environnement en l'intégrant dans son fonctionnement interne. Et il dit, eh bien, cette lignée technique qui fonctionne avec un moteur qui s'appelle la concrétisation, elle a un but inatteignable, c'est le vivant. Parce que le vivant, c'est ce qui est intégré à son environnement. On trouve cette idée de technique qu'on avait tout à l'heure. Le vivant, c'est celui qui peut s'intégrer en résonance interne avec son environnement. Alors ça, c'est bon, c'est Simondon. C'est très puissant dans la mesure où ça permet d'expliquer effectivement l'histoire des techniques. Il donne beaucoup d'exemples, Simondon, sur l'histoire des techniques, parce que ça marche assez bien. Par contre, le défaut qu'on peut lui reprocher, c'est que ça explique pas comment fonctionne un outil en particulier, c'est-à-dire ce qu'il fait, indépendamment de la version antérieure et la version ultérieure. Et un autre point qu'on peut lui reprocher, c'est que ce qu'il dit sur l'intégration et la concrétisation, ça marche absolument pas pour tout ce qui est numérique. Parce que quand on parle de numérique, on ne concrétise pas. Au contraire, on essaye d'abstraire au maximum. On décompose les fonctions et on les sépare. On a même un terme pour ça, c'est qu'on va virtualiser. Le propre du numérique, c'est d'être capable de virtualiser pour pouvoir précisément s'abstraire du contexte de fonctionnement pour que le même algorithme, le même séquence calculée puisse s'appliquer partout. Vous prenez un jeu vidéo, au début, il est fait pour tourner sur une plateforme donnée. Quand vous allez le virtualiser, c'est qu'il puisse tourner sur n'importe quoi. Vous voulez, au contraire, contrairement à ce que dit Simondon, vous voulez vous abstraire du contexte. On ne veut plus dépendre du contexte. C'est la puissance du numérique. Le numérique est une machine à devenir autonome par rapport à son contexte de fonctionnement. Et en système d'information, d'ailleurs, c'est même un terme consacré, c'est la virtualisation. La virtualisation, c'est précisément le fait de pouvoir abstraire un système d'information de ses supports techniques, matériels de fonctionnement. Donc, la technique, si on aborde le point de vue numérique, c'est qu'en fait, c'est pas une puissance d'intégration, c'est une puissance de répétition. Ce qu'on veut dans la technique, c'est répéter un schéma calculé. Et le répéter indépendamment de ce sur quoi ça tourne et au milieu de quoi ça tourne. Donc, on voit qu'il y a deux tendances opposées, en fait. La lignée technique qui va travailler sur, à la Simondon, un mécanisme de type concrétisation. Et puis, si on regarde comment fonctionnent les objets techniques de l'intérieur et ce que ça donne, par exemple, dans le schéma numérique, c'est la puissance de répétition qui les intéresse, pas la concrétisation. Et cette répétition, puisqu'on veut qu'elle fonctionne, eh bien, toujours et partout, eh bien, la seule solution pour pouvoir qu'elle fonctionne toujours et partout, c'est qu'il faut la virtualiser, c'est-à-dire qu'il faut l'abstraire du réel. Donc, en fait, chez Simondon, on va se plonger dans le contexte. Dans le numérique, on va s'abstraire du contexte. C'est vraiment ça, les deux mouvements opposés. Alors, ça veut pas dire que Simondon a tort, hein, ça veut dire simplement que ça marche pas pour tout. Simondon, c'est pas une clé qui va ouvrir toutes les serrures. Après tout, si ça existait, ça se saurait. Oh, bah ça, je l'ai déjà dit, donc pof. Donc, on a ces deux aspects en fait que j'ai évoqués en distinguant les tendances internes de la technique entre Simondon et ce que je propose. C'est effectivement le moteur intégration-concrétisation, vous l'avez compris. C'est le fait que ça s'applique très très bien à tout ce qui est machine, on va dire matérielle ou énergétique en fait. Et puis, qu'on va avoir comme machine plutôt algorithmique, et l'ère de l'information telle que l'on a aujourd'hui, au sens shannonien, thuringien, etc., eh bien, ça ne sera pas cette intégration-concrétisation, c'est la répétition et la virtualisation. La zone de rencontre entre les deux, ce serait, à mon avis, l'histoire de l'architecture technique des ordinateurs. C'est-à-dire, il n'y a pas que des algorithmes dans l'informatique, il y a des machines. Et les machines sont des machines matérielles. Il y a du design. Et donc là, on a le point de rencontre entre répétition calculée, on veut que le processeur puisse appliquer n'importe quel calcul tout le temps, etc. Et en même temps, on veut qu'on le fasse dans un univers plus simple et compact, l'ordinateur portable, etc., dissiper la chaleur, etc. Et donc, on va avoir de la concrétisation sur le schéma technique matériel de la machine. Donc là, ça veut pas dire, ça veut dire donc les deux schémas, ils peuvent se composer. L'ordinateur est un exemple de rencontre de ces deux schémas.
en tant que machinerie conçue par, là c'est quoi ça? C'est un Dell, donc conçu par Dell. Ils font de la concrétisation à la Simondon, mais en tant qu'on fait des programmes et un système d'exploitation, on fait de la virtualisation. La machine est la rencontre des deux, en fait. C'est pour ça que c'est pas, on fait pas les cow-boys et les Indiens. Il n'y a pas un qui a tort, l'autre qui a raison. On a besoin de penser les deux pour comprendre ce qu'est cet objet-là, qui nous sert à communiquer. Alors, maintenant, une fois que on a situé un petit peu la machine comme étant de puissance de répétition, de virtualisation, etc., eh bien, essayons de retrouver notre bon vieux contexte qu'on avait évoqué tout à l'heure avec ce qu'est l'humain, l'humain étant un vivant en contexte qui s'individue en s'adaptant à son contexte. Eh bien, dans cette optique, en fait, comment est-ce que on va aborder le contexte lorsqu'on va avoir des machines qui répètent? En fait, le concept qui va nous servir, c'est que lorsqu'on parle de machine, on va pas avoir de contexte, parce que la machine n'a pas de contexte. On va opérer sur des variations observées en contexte. C'est-à-dire, en gros, on va avoir des données qui vont nous permettre de observer les différents contextes auxquels on est confronté. Dit encore autrement, la donnée, c'est ce qui va réifier le contexte. Donc, en gros, vous avez, on a pris des images, par exemple, qu'on avait, eh bien, les images qui ont été produites par quelqu'un, etc., dans un contexte donné de création, par exemple, eh bien, cette image va être convertie en données qui vont être mises dans votre entrepôt de données et dans la mémoire qui va servir, par exemple, à vos algorithmes d'apprentissage ou d'élaboration génétique, etc. C'est-à-dire qu'on va transformer un contexte qui est un environnement dans lequel on opère en données sur lesquelles on va opérer. Donc, il y a un déplacement qui se fait à ce niveau-là, où le contexte dans lequel on est dedans, et on a un rapport à ce qui est une situation dans laquelle on est plongé, mais cette situation n'est pas donnée. C'est nous qui sommes dans la situation, mais la situation n'est pas donnée, et on va la réifier en données pour pouvoir après en garder de la mémoire et la manipuler. Donc, la technique ne va pas être contextuelle parce que elle va transformer de HDMI, bigre. Oui, c'est ça. La technique va se transformer, va transformer le contexte en données qui vont être ici et maintenant, représenter ce contexte et du coup ne seront plus ce contexte-là, ne seront jamais qu'une donnée. Donc, si le contexte du vivant et de l'humain devient une donnée, ça veut dire que le travail qu'on va faire sur la donnée ne sera pas un travail en contexte, ce sera un travail de simulation. Et d'ailleurs, Jean-Claude a utilisé plusieurs fois le mot simulation. On est même là-dessus, on est encore d'accord. C'est dingue, c'est dingue. Alors, c'est la simulation, mais simulation, attention, ça peut être, on va le voir, c'est quand même très puissant. Parce qu'on peut simuler le là-bas grâce au capteur. On peut simuler les situations passées, à venir, grâce à des représentations de type symbolique. On peut représenter également les modalités des modalités sociales, communication avec autrui, par justement des vérifications de type langagière ou voire des interactions qui sont données par des capteurs. Quand vous faites des sciences comportementales, vous avez une caméra qui est à l'entrée du magasin, puis on regarde les gens rentrer et on va voir ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous transformez un contexte en données. Et vous pouvez après revenir dessus et le manipuler. Donc, ça veut dire que quand on passe de l'humain à la technique, on passe de l'engagement dans un contexte à une simulation sur des données réifiant le contexte. Donc, la machine ne peut que simuler. Mais en revanche, elle simule très bien. Elle le fait très, très bien. Pourquoi? Parce que le coup de génie, en fait, du passage du contexte à la variation réifiée en données, c'est que c'est un processus cumulatif. On peut cumuler les données. Donc, ça fait plein de contextes vérifiés dont on garde la mémoire. Et donc, toutes ces approches reposent sur cette idée de dire, ça serait bien diable si dans les contextes qu'on va rencontrer maintenant, il n'y en a pas un qu'on a déjà rencontré et qu'on va pouvoir reproduire par interpolation. Et c'est pour ça que les approches d'IA fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce qu'elles fonctionnent sur des sédiments de données. Je crois que ChatGPT, on parle
de plusieurs millions de documents, je crois, hein, c'est considérable. Tout simplement parce que ça permet de cumuler une mémoire passée des différentes variations observées. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez interpoler une réponse à la situation nouvelle que vous avez rencontrée. Mais évidemment, la question, c'est est-ce que les situations nouvelles peuvent être nouvelles? C'est-à-dire ne pas être que la répétition d'un déjà devenu. Question ontologique. Est-ce que le réel, dans son infinie variété, n'est jamais que la répétition de schémas déjà advenus? Donc, est-ce qu'il y a une puissance d'une nouveauté du réel, c'est-à-dire ce qui fait événement, hein, dans le vocabulaire phénoménologique, c'est-à-dire c'est une éruption d'un nouveau, de ce qui n'a jamais été encore là, hein, et herméneutique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une puissance d'invention en retour, hein, dans notre adaptation au réel, c'est-à-dire que par rapport à ce que le réel nous apporte, est-ce qu'on est toujours dans la répétition d'une solution déjà trouvée, ou est-ce qu'il y a une puissance d'invention, de création, hein, qui soit un inouï, hein, au sens qu'on parlait de son, hein, l'inouï, ce qu'on n'a encore jamais entendu, ou ce qu'on n'a encore jamais vu, ou ce qu'on n'a encore jamais fait. Et donc là, c'est une question assez profonde qu'on retrouve dans les thématiques de la donnée. C'est quel rapport en fait au réel on veut avoir et quel est le statut qu'on va donner à nos données justement. Si on a, oui, hein, je sais, c'est un peu risible, mais qu'est de le dire. euh, donc on a ce qui est donné et l'idée c'est de dire ben voilà, c'est un réel qui nous tombe dessus, c'est une singularité qu'on n'a encore jamais rencontrée, c'est un absolu, c'est un inouï, c'est un jamais vu. Bref, c'est l'éruption qui vous saute à la figure, le choc à l'expérience chez Platon, l'être aimé, etc. Bref, voilà, ce qui vous tombe dessus comme un, un réel qui envahit le vôtre en fait, hein. Et puis, il y a le donné qu'on va considérer comme étant pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de particulier, c'est-à-dire qui appartient à une généralité déjà constatée. Par exemple, vous prenez un caillou qui tombe, il va tomber avec une certaine hauteur particulière qui est la sienne, il va faire une distance qui est la sienne, on va dire, c'est peut-être jamais, il n'y a encore aucun caillou qui est encore tombé comme ça. Mais c'est un particulier, pourquoi? Parce que j'ai une loi de la chute des corps qui me dit exactement comment il doit tomber, quelle que soit la distance à laquelle je vais le lâcher. Donc en fait, le donné, est-ce que c'est un particulier que je vais rapporter à une généralité que je connais déjà, ou est-ce que c'est un singulier où je dois apprendre à le décrire parce que de toute façon, j'ai aucun mot pour le dire. J'ai encore aucun savoir pour l'appréhender. Eh bien, le réel, c'est quoi? Alors évidemment, ça va être un mélange des deux, hein. Mais dans l'attention qu'on va avoir et dans le rôle qu'on va donner à la simulation, est-ce qu'on va considérer que le réel ne sera jamais qu'un particulier qu'on pourra interpoler par rapport à ce que j'ai déjà rencontré? Alors, pour faire un peu chic, hein, il y a un terme savant pour dire ça, c'est voilà, ergodicité. Donc là, l'idée, c'est de dire, est-ce que le monde, dans sa variabilité, n'est jamais que la répétition de ce qui est déjà devenu? Alors, l'exemple que j'ai trouvé sur Wikipédia, je crois, hein, donc voilà, on citait nos outils de connaissance, eh bien, c'est de dire, voilà, vous avez une forêt, vous vous promenez, il y a plein d'arbres différents, des tailles différentes, etc. Si vous considérez que la forêt est ergodique, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez expliquer chaque arbre particulier comme étant un particulier qui appartient à une même série, qui est le développement de l'arbre. C'est-à-dire que la distribution statistique à un moment donné des objets, en fait, peut se ramener à une loi de génération unique. C'est ça que ça veut dire. Alors, si on dit ça, eh bien, vous avez évidemment la porte ouverte à une hégémonie assez importante du paradigme de la donnée. Pourquoi? Parce que si on considère que le monde est ergodique, c'est-à-dire que tout fait nouveau auquel je vais être confronté ne sera jamais que la répétition d'un fait déjà advenu ou qui sera interpolable par rapport à ce que je sais déjà. Donc, bingo, quatrième paradigme. Hein, on a déjà parlé. C'est un paradigme qui considère que on n'a plus forcément besoin d'avoir de connaissances préalables dès lors qu'on a toutes les données qui représentent les contextes déjà observés, c'est-à-dire qu'on a traduit et qu'on a conservé en variation
constaté. Et donc, à partir de là, eh bien, je peux régénérer les connaissances dont j'ai besoin pour appréhender le nouveau auquel je suis confronté. Donc, dans ce slide, hein, qui est en fait celui de Jim Gray ici, hein, qui n'est pas de moi, eh bien, c'est de dire, ben voilà, on aborde avec la simulation à base de données, eh bien, un nouveau régime de connaissances. Avant, on était empirique, on observait les phénomènes. Avant, on était théorique, on les légalisait, on faisait la loi de la chute des corps, Newton et compagnie. Juste après, on a l'ordinateur qui permettait de faire de la traduction numérique de nos modèles théoriques tirés des lois de la physique, par exemple. C'est ce qu'on fait pour construire les avions. On a des modèles qui traduisent les lois de la physique pour pouvoir définir comment calibrer notre avion, etc. Et il dit, bah maintenant, il n'y a plus besoin de branches théoriques, on n'a plus besoin de modèles en tant que tels. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des données sur lesquelles on va construire des corrélations, faire émerger des connaissances. C'est-à-dire qu'on passe de modèles théoriques à des modèles de données, c'est-à-dire des modèles qui sont des extrapolations de données. Évidemment, cette approche peut marcher dans certains cas, bien sûr. Hein. L'idée, c'est est-ce qu'on en fait un paradigme? Oui. Est-ce qu'on en fait un paradigme? C'est-à-dire le fait de dire que tout ce qui est nouveau peut être traité de cette manière-là. Et est-ce qu'on peut cumuler suffisamment de données pour rendre compte du nouveau? Et est-ce que, en soi, on ne peut pas imaginer un nouveau qui excéderait le donné accumulé? Alors, ça, c'est un premier point. Et puis, je vous avais promis un petit retour à camp parce que je vais essayer d'aller un peu plus vite puisque il paraît que je déborde déjà. Donc, on a cette puissance de la simulation hein, qu'on vient d'évoquer et le paradigme auquel ça peut ouvrir, mais néanmoins, on a des choses qui vont, d'une certaine manière, manquer. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la machine n'a pas de contexte. Le deuxième aspect sur lequel j'aimerais insister, c'est que la machine n'a pas de milieu de développement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On a vu tout à l'heure avec Simondon, on dit la technique, c'est ce dont il y a genèse. Ok, donc c'est une analogie avec le vivant qu'il fait. Mais si je prends un objet technique particulier, une turbine qu'on va mettre dans un réacteur, etc., l'analogie avec le vivant tient plus. Pourquoi? Parce que la turbine, c'est pas un objet qui s'est développé avec un milieu naturel qui permet d'accompagner son développement. Dit autrement, l'objet technique ne porte pas l'histoire de son développement parce qu'il est issu d'une conception. Si vous prenez un objet, un arbre dans la forêt, ben vous voyez qu'il a une forme bizarre parce qu'il avait le soleil autour de lui qui était masqué par un autre arbre. Donc, pouf, il a essayé d'optimiser son exposition au soleil. Hein, moi, j'en ai dans mon jardin qui est complètement penché parce que c'est comme ça qu'il va capter le soleil qui est masqué par les arbres autour. L'arbre porte dans sa structure l'histoire de son développement parce que c'est l'histoire de son adéquation à son milieu de développement. La machine, l'outil technique n'a pas de milieu de développement. La machine, c'est une conception qui a permis de réduire sa fabrication à l'opérationnalisation de sa conception. C'est ce que dit Kant, par exemple, hein, dans la faculté de juger. Quand, fouillant dans un marécage, on découvre, comme c'est arrivé parfois, un morceau de bois taillé, on ne dit pas que c'est un produit de la nature, mais de l'art. Sa cause productrice est pensée à une fin à laquelle le morceau de bois est redevable de sa forme. Quand on désigne une chose comme constituant une œuvre d'art, pour la différencier d'un effet produit par la nature, c'est toujours l'œuvre de l'homme qu'on entend par là. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que l'objet technique, c'est un objet qui n'est pas produit par la nature, non pas parce que le ferait, la nature n'invente pas, c'est que l'objet qui serait produit par la nature porterait l'histoire de son environnement et de son milieu de développement avec la nature. L'objet technique, lui, il est juste issu d'un schéma de fonctionnement et d'une conception. D'où d'ailleurs notre émotion quand on voit un outil artisanal qui, après moult usages, porte l'histoire de son usage. Et c'est pour ça que c'est émouvant pour nous, parce qu'un objet technique n'est pas fait pour ça. L'objet technique n'est pas fait pour porter une histoire, il est là pour servir. Donc quand il porte une histoire, on a une conflagration en fait de deux univers hétérogènes, et c'est ça qui est très émouvant. Hein, pour ça qu'on est tous en train de faire des brocantes et acheter des trucs horribles à 2 balles, et on se fait engueuler par notre conjoint à la maison. Parce que pourquoi tu as rapporté cette horreur? Mais t'as vu, c'est beau.
On reconnaît la patine des gens qui s'en sont servis. Ah, j'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si, moi, je vois plus rien sur mon écran. Alors, attends, il y avait une flèche là, je vais essayer de la récupérer. Voilà, tac. Parce qu'il me dit que si je veux installer la mise à jour. Voilà. Ah oui. Alors, conséquence. La machine, vous l'avez compris, n'a pas de milieu de développement, n'a pas de contexte, n'a pas d'invention. Du coup, comment elle s'y prend? Elle simule. Elle simule en transformant le contexte en données, hein, et en demandant aux données de représenter la variabilité des contextes auxquels on a été confronté. Et donc cette simulation, en fait, hein, c'est ça qui va tenir lieu, en fait, hein, de réponse au réel. Donc, est-ce que la simulation est une invention? La réponse est bien sûr que non. Néanmoins, du fait de caractère cumulatif des données qu'on a évoquées tout à l'heure, ça peut marcher de manière incroyablement efficace et c'est même troublant. On a vu des images tout à l'heure. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut vivre dans cette antinomie entre invention, hein, ce qu'il y a à l'heure? Ah oui, oui, bon, je crois que tu voulais dire quelque chose de grave. Mais ça, c'est- non, non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Non, non, j'avais un petit peu peur. Alors, euh, pour faire le lien encore avec l'exposé précédent, ce que Jean-Claude a dit à un moment donné, vous vous rendez pas compte du boulot que c'est de utiliser un réseau de neurones et le faire produire un objet qui est intéressant. Eh bien, pour mon vocabulaire, c'est tout le rapport qu'il y a entre la décision calculée, c'est-à-dire ce que je peux faire avec les données, et le statut que je vais donner au résultat de cette manipulation, c'est-à-dire le jugement que je vais exercer sur ces données. Est-ce que je vais considérer qu'elles me conviennent ou pas? Est-ce que je vais considérer qu'elles sont adéquates? Est-ce que je vais leur donner le statut d'invention et de création que moi je peux effectuer, alors que la machine ne fait que me proposer en fait une manipulation parmi d'autres. Donc l'humain est capable de faire ce jugement parce que l'humain précisément est en contexte. Il sait que ce que la machine qui n'est pas dans le réel va proposer doit être à un moment donné réévalué par rapport à ce réel. Hein. Et donc cette confrontation réelle, ça c'est l'apanage de l'humain. Et ça c'est ce que j'appelle le jugement. La faculté de juger, c'est ce que l'humain garde par rapport à la machine qui a la faculté de décider, de calculer. Hein. Donc la décision calculée n'est pas un jugement, parce qu'elle est hors contexte. Hein. Donc là, pour souci artistique, on voit bien que ça pose quelques problèmes et c'est pas insurmontable. Mais par exemple, pensez à la justice digitale. Là, ça commence à poser des problèmes intéressants. En quoi est-ce que la base documentaire de la jurisprudence peut suffire à tenir lieu de jugement contextuel de la situation jugée? Alors, on fait un petit peu de culture, hein. Voilà, je vais vous passer, mais en fait, voilà, parce que je sens qu'il y a une pression. Hein. Non, non, non. Et bon, un petit peu de culture, c'est Pascal, parce qu'en fait, ce que fait la machine, c'est l'esprit de géométrie, c'est-à-dire qu'on va s'abstraire du contexte pour découper en axiomes, principes et calculatoires. Par contre, ce que fait l'humain en jugeant, c'est ce qu'il appelle l'esprit de finesse. Et ce qui est intéressant, c'est que il dit l'humain, c'est les deux. Alors, je vais y revenir. Alors, je termine, j'en ai plus que trois. Voilà, tout de suite. On s'émeut pour pas grand-chose hein, quand même. Hein. Alors, deux tensions, enfin une tension. Dans cette simulation versus invention, première question qui se pose, c'est que la donnée, l'IA, c'est du réel réifié accumulé. Du coup, ça devient le réel opposable. Donc, est-ce que nos facultés de décision, de jugement, d'invention vont pas être désormais confrontées à ce que la machine dirait à notre place en tant que mémoire accumulée, plutôt que jugement exercé en situation? Exemple simple, vous êtes médecin, qu'est-ce qu'il faut faire? Soigner en tenant compte de la littérature accumulée, sachant que vous ne savez pas si elle est adaptée à votre patient, ou sortir de cette mémoire accumulée, de prendre une décision qui vous paraît pertinente par rapport au patient.
Sachant qu'en plus, vous n'êtes pas dans l'incertitude. Votre patient peut quand même mourir. Hein. Donc, si il meurt pas, tout va bien. Hein, vous êtes le sauveur. Mais s'il meurt, est-ce que c'est de votre faute ou pas? Est-ce que vous auriez dû suivre le traitement fondé sur l'accumulation des données qui aurait fait mourir le patient quand même? Mais au moins, vous aurez eu suivi ce qui était rationnellement opposable. Donc, d'une certaine manière, est-ce que la simulation fondée sur les données ne devient pas le gage de la rationalité qui doit gouverner nos actions? Mais évidemment, ça, c'est la version un petit peu tendue. La deuxième, c'est ce qu'on a vu avec Jean-Claude, c'est l'invention soutenue par la simulation. Parce que là, du coup, on se dit, mais c'est incroyable d'avoir à disposition cette mémoire que l'on peut jouer dans tous les sens. Et donc là, c'est une ouverture à laquelle on n'avait encore jamais eu. Mais il y a quand même un petit déplacement. Si on prend là des créations artistiques, une citation que j'aime bien, c'est celle de Klee. Il dit « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». C'est-à-dire que une manière de représenter les choses, c'est une manière de rendre le réel euh, représenté et accessible d'une autre manière. Hein. On découvre d'autres dimensions du réel. Sauf que si on regarde les images et les créations faites par outils d'IA ou autres, c'est marrant, j'ai retrouvé la même image sur que tu as cité tout à l'heure, et pourtant c'était pas concerté. Hein. En fait, il y a un déplacement qui est assez intéressant, c'est que évidemment, l'IA là ne crée pas des images pour rendre visible le réel. L'IA interpole par rapport à des données. Vous voyez bien, hein, l'IA travaille avec des données, ne travaille pas avec le réel. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est ce que Jean-Claude a montré, c'est qu'il faut réintroduire quelque part le cercle herméneutique de confrontation avec le réel. Ce que fait l'artiste, le créateur. Mais si on s'en tient uniquement à la partie à gauche, en fait, vous n'avez aucune démarche artistique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de confrontation avec le réel. L'art ne rend pas réel. Il n'y a pas de réel. Il n'y a que des données. Le réel intervient à droite uniquement quand on va faire le cercle herméneutique entre l'artiste et la simulation de la donnée. C'est ce que nous a montré Jean-Claude hein, tout à l'heure. Alors, conclusion, hein, parce que je sens que là, Lise va me tuer. On en est à peu près, à savoir si c'est dans d'atroces souffrances ou pas. Voilà. Oh, tout de suite, voilà. Alors, les questions qui se posent par rapport à tout cela, c'est premièrement une question ontologique. Est-ce que le réel se réduit à l'objectivation qu'on en a et la représentation qu'on a faite sous forme de données qui accumulent les variations qu'on a constatées en contexte? Deuxième question, c'est une question anthropologique. Les machines simulent à partir de données qui proviennent souvent de nous, en tout cas de notre relation que nous on a établie avec le contexte. D'une certaine manière, en plus, elles opèrent avec l'esprit de géométrie, hein, comme disait Pascal, qui est une des dimensions de la création humaine. Donc, d'une certaine manière, les machines sont une partie de nous, esprit de géométrie, et on les compose avec une autre partie de nous, l'esprit de finesse. Mais les machines sont également une altérité radicale. Les machines ne sont pas nous, hein, elles n'ont pas d'émotion, elles n'ont pas de créativité, etc. Mais d'une certaine manière, on a aussi des altérités en nous. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais néanmoins, nous ne sommes pas que des êtres créatifs, vivants, inventifs, etc. Nous sommes également des processus qui nous habitent hein, et on doit vivre avec eux. Hein, on est beaucoup en nous, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens en nous et beaucoup de processus en nous. Et puis la dernière question, c'est la question éthique. Comment justifier un jugement en contexte quand la rationalité qu'on oppose est la simulation sur des expériences sédimentées? Et donc, que devient l'imputation d'engagement moral quand il suffit de se référer à la décision calculée? Et voilà. Enfin. Croisé du coup de plusieurs disciplines et notamment de la philosophie et de l'informatique où on se l'interdisciplinarité de haut vol. J'aimerais bien que tu, dans un premier temps, que tu répondes à cette dernière question éthique, toi. Ah bah oui, toi, du coup, pour garder la parole. Justement, moi je pense que c'est la difficulté du moment. C'est-à-dire que, notamment dans tout ce qui est gestion de situations de crise, par exemple, ou de décisions individuelles à prendre, on a besoin aujourd'hui de restaurer la responsabilité
du jugement individuel par rapport à ce qu'on peut lui opposer en termes de connaissances passées. Tout simplement parce que la la mémoire qu'on a accumulée sous forme de données, sous forme de procédures, etc., eh bien, elle repose toujours sur la capacité de décider en contexte que c'est bien cela qu'il faut faire. Et donc, moi, ma réponse, ce serait de dire que il faut concevoir nos systèmes techniques de manière à réinstaurer le temps du jugement individuel, de la responsabilité individuelle. Par exemple, dans dans les algorithmes financiers, ça se fait au niveau de la nanoseconde, par exemple, hein, les algorithmes. Les algorithmes parlent entre eux, et du coup, on a eu la crise de 99, etc., financière, parce que le jugement humain ne peut plus interférer par rapport à la décision calculée. Donc, le problème éthique, à mon avis, que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on construit des systèmes techniques et élimine le temps du jugement humain, c'est-à-dire de la recontextualisation. Donc la technique devient son propre contexte, en fait. Et on élimine le temps de la prise de responsabilité humaine et aussi de la recontextualisation. D'où des difficultés où on va considérer qu'il y a des problèmes, des bugs dans les systèmes. Et notre manière de les gérer, c'est de considérer qu'il y a un facteur humain qui a interféré, qui a empêché la technique de fonctionner. Donc ça peut être un facteur humain à la conception. C'est des ingénieurs qui sont des crétins, ils n'ont pas pensé à. Ça peut être l'opérateur qui est en situation à perdu les pédales parce qu'on n'a pas pensé à ménager le temps de la décision pour lui. On voit ça dans les situations de crise industrielle, par exemple, hein, quand il y a des avions qui se crashent, etc. C'est jamais la faute de la machine, comme vous le savez, hein, c'est toujours la faute de l'humain. Tout simplement parce que la conception n'a pas pris en compte qu'il fallait introduire l'humain dans la boucle. C'est des choses qu'on a oubliées. Comme à la fin, c'est quand même des humains qui décident pour d'autres humains. Situation tendue technologique, eh bien, il faut que la conception technique puisse réintroduire pression de la rapidité et de la rapidité et de l'efficacité calculatoire. Donc, tu n'auras pas le micro. Merci Bruno. J'ai une question à la fois pour toi et pour Jean-Claude. En 1917, Marcel Duchamp, il prend un urinoir, il le met dans un musée, il appelle ça fontaine, il en fait une œuvre d'art. Change de contexte. Ça, c'est un geste artistique disruptif qui n'a jamais été fait avant. Disruptif parce que ça nous fait reconfigurer, enfin, repenser ce qu'est une œuvre d'art. Tu as montré les images de Midjourney Score de Jean-Claude, qui sont souvent assez bluffantes. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une IA puisse avoir un geste aussi disruptif que celui de Marcel Duchamp? Moi, je dirais que non, parce que elle peut produire quelque chose de ce type-là, mais en faire un geste, c'est nous qui allons le donner. La notion de geste n'est pas machinique. En revanche, que la machine puisse faire un truc auquel on n'est vraiment pas pensé, bah évidemment, c'est même ce qu'on lui demande. Elle fait ça tout le temps. Hein. Il y a un propos de Gérard Berry que j'aime bien. Il dit la machine, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui, donc ne traitez pas de vulgaire. Il dit la machine, c'est complètement con. Mais c'est pour ça qu'elle me surprend tout le temps et que j'apprends des choses avec elle. Parce que justement, la connerie systématique, la connerie combinatoire, ça fait explorer des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Et c'est précisément ça qui est intéressant. C'est qu'après, on a une reprise du jugement qui va permettre d'explorer ces espaces combinatoires qu'on n'aurait pas soupçonnés et de dire, bon, bah, ça, c'est une fausse piste, ou au contraire, c'est un geste. C'est une nouvelle manière de configurer le réel. Mais ça reste un outil, c'est pas un geste. Et en plus, chez Duchamp, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il reconfigure l'œuvre d'art, la démarche artistique, c'est reconfigure l'urinoir. L'urinoir, on le voit autrement. Donc, c'est une manière d'objectiver le réel autrement. C'est ça qui m'intéresse. Bah, il a répondu, hein. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec lui. On pourrait résumer ça en disant que l'intelligence artificielle, c'est l'inverse de la bêtise naturelle. Ouais. Donc, c'est une autre manière de voir les choses et
c'est une question intéressante, ça, quand même. Hein. Faut bien lui donner ça. Il y a très peu de chances qu'en tapant un prompt, on sorte du champ quand même. La probabilité que ça arrive, elle n'est pas complètement nulle, mais c'est un peu du même ordre qu'il y a une probabilité pour qu'un verre qui s'est cassé en physique quantique se reforme. Voilà, donc c'est ça a quand même été pensé dans un certain mid-journée, etc., dans un certain espace d'utilisation. Et donc, il y a peu de chances que cette machine sorte délibérément, à moins de choses non prévues, et si on reste dans le cadre de ce qui a été prévu, sorte complètement en rupture de ce qui a été prévu au départ. Sauf un détournement par un artiste, hein, ce qui est le cas du chant, en l'occurrence. Merci déjà pour ces deux présentations fort brillantes et complémentaires. Je me posais une question qui est double, en fait, qui s'adresse à vous deux. Est-ce que toute la problématique de l'intelligence artificielle, finalement, c'est pas la problématique de l'intention? La différence, finalement, entre la machine et l'humain, c'est une question d'intention. Et finalement, c'est l'intention de l'humain qui va piloter ces systèmes, puisque on n'est plus vraiment dans une machine, on est face à des appareils ou des systèmes. Si je reprends la terminologie du designer Flusser, il distinguait la main, l'outil, la machine et après l'appareil. Et à chaque fois, on intégrait l'outil, c'était juste le prolongement de la main. La machine, on avait le moteur, donc l'énergie. Et puis l'appareil, on avait l'information qui était rajoutée donc avec la boucle de rétroaction en fait. Et là, finalement, j'ai l'impression. Alors, je suis pas complètement du même avis sur le fait que la machine n'est pas de là-bas ou n'est pas d'ailleurs, parce que avec l'edge computing et l'informatique ambiante, finalement, on réintroduit du là-bas, de la distance, et avec la mémoire, on a l'ailleurs, et avec les modèles, on a la projection aussi. On peut traiter l'avant et l'après. Donc la dimension temporelle et la dimension spatiale. Donc j'ai l'impression que finalement, ce qui nous distingue de toutes ces technologies, il reste plus que l'intention, et qu'on s'oriente aussi vers une hybridation finalement. Une hybridation, puisque nous, on est peut-être un système auto-organisé, mais des machines évolutives qui pourraient s'auto-organiser, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un problème d'architecture. Tout ça ne va pas converger la question de l'intention. J'ai une réponse aussi. Si je peux d'abord. Oui, je suis assez d'accord. En fait, moi, en tout cas, moi, je place l'intention au cœur du truc, quoi. C'est une impression que j'ai sans l'avoir formellement étudié comme mon ami à gauche. Mais voilà, je pense que c'est effectivement une grande différence. Comme il l'a dit, le contexte aussi est environnemental, le fait que on soit le résultat de millions d'années d'évolution et de notre propre développement dans l'environnement qui change naturellement, profondément la nature des choses. Donc, et je pense que l'artiste du futur, c'est une sorte de cyborg. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vers de l'hybridation, même si c'est pas forcément avec des cartes électroniques implantées dans le corps, quoi.
quand je joue avec Angelia, c'est une sorte de cyborg. Hein. J'ai à la fois la machine est un prolongement de moi et donc on est de ce point de vue-là dans une espèce de symbiose cybernétique. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens moi quand j'essaye humblement de faire de la musique. Mais pour moi, le plus important, en fait, ce qui change les choses ces mois derniers, c'est et ce que nous donne l'IA, c'est un empowerment créatif sans précédent. Hein, c'est-à-dire que ça donne la capacité à beaucoup, sans avoir forcément à passer par des longues années je dirais de travail, à obtenir des résultats qui sont intéressants, au moins pour lui. Hein. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ce qu'on produit là va devenir une œuvre d'art. Hein. Là, justement, on va avoir le retour de l'expérience, des connaissances, du travail et finalement de l'effort pour aboutir à quelque chose qui va peut-être, à un moment donné, être accueilli, parce que ça ne faut pas l'oublier aussi, hein, une œuvre d'art, c'est un objet social, et culturel. Donc, c'est pas parce qu'on a créé une superbe image sur Midjourney que ça va devenir une œuvre d'art pour autant. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que je n'utiliserai pas le mot intention, parce que si vous prenez votre remarque sur la domotique, par exemple, on peut très bien, vous dites qu'on peut représenter l'ailleurs et le là-bas par des données, bah, du coup, on peut représenter l'intention, le but, par des données aussi. On le fait dans les systèmes. Donc, d'une certaine manière, du coup, l'intention serait également dans la machine. Mais, à mon avis, le débat, il n'est pas là, parce que la machine n'a pas d'ailleurs, etc., parce qu'elle n'a pas d'horizon. C'est-à-dire, le vrai terme, c'est l'horizon. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est, c'est pas, qu'on peut envisager, mais qui n'est pas donné. Le là-bas, il est là-bas. J'y suis pas. C'est un horizon. Et le temps, le passé, le futur, c'est également des horizons. Le passé n'est pas là, c'est un horizon. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrête pas de le réinventer. Je me le raconte. Et le futur, j'arrête pas de le concevoir parce que le futur est à venir et je sais pas, il n'est pas donné. Donc, je pense que ce qui reste à l'humain, c'est l'horizon. Et puis, ce qu'on a dans la machine, c'est le représentable. Mais du coup, il n'y a pas forcément de limite au représentable. Et ce que vous dites dans la domotique, c'est précisément, on pousse le bouchon un peu plus loin. On peut représenter ce qui n'est pas là, mais c'est plus un horizon. C'est devient une donnée ici et maintenant, dont l'interprétation par la machine, c'est de pouvoir avoir des effecteurs, non pas là-bas, à distance, ce qui est peu différent. C'est-à-dire que c'est des réseaux qui vont permettre de piloter ça. Donc, d'une certaine manière, la machine n'a pas d'ici et d'ailleurs, n'a pas d'ici et de là-bas, parce que la machine, elle a que l'efficacité par ses capteurs, ses effecteurs et ses données. Donc, d'une certaine manière, ça peut être très puissant. Il n'y a pas de limite en soi au représentable, si vous voulez. En revanche, l'horizon n'est pas représentable. L'horizon n'a pas de représentation en tant que telle. L'horizon, c'est ce qui est là-bas, mais dès l'instant qu'on va commencer à le préciser, c'est plus un horizon. L'horizon, c'est la fuite. Et c'est ça qui est propre de l'humain et du vivant. C'est qu'il sait qu'il a un horizon. Je vais te poser une question, du coup, pour essayer d'enchaîner. Est-ce que le seul horizon, finalement, c'est pas la mort? Ah, bah ça. Et le fait que les machines soient, entre guillemets, immortelles, eh bien, on s'y retrouve, quoi. Je vais t'appeler Martin Heidegger, parce qu'en fait, c'est exactement ça. On est un être pour la mort, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on est un être temporel? C'est parce qu'on sait qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Et donc, les deux, la conjonction des deux fait qu'on a une temporalité et un horizon. C'est-à-dire que l'horizon, on a une fin, mais cette fin est indéterminée. Hein. Donc, d'où d'ailleurs les différentes manières de traiter ça. Bovnar, il faut vivre comme si on devait jamais mourir. Et Sénèque, vivre, c'est se préparer à mourir. Hein. Parce que dans les deux cas, c'est un horizon. Mais un horizon borné. On sait que ça finit, mais on ne sait pas quand, comment, etc. On dit autrement, c'est une borne, mais il n'y a pas de limite. C'est un peu comme la sphère. On sait qu'on peut se promener sur la sphère indéfiniment. On sortira jamais de la sphère. Donc, on a une vie qui est bornée, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, effectivement, très, très juste, JC. Ben, tu vois, tu avais prévu un débat sanglant. Ouais. On allait finalement en venir aux mains à un moment donné, et en fait, on est assez d'accord.